L'horreur cosmique peut-il être assimilé astrophysiquement et matériellement au trou noir retrouvé dans l'univers? C'est des doigts. C'est les doigts de sa main. Et quel est le reste du corps? On en parlera une autre fois. Ok. Est-ce que la litanie du dernier PMC+, serait un des égrégores supramentales dont tu parles aujourd'hui? Oui, absolument. Certains physiciens commencent à dire que le Big Bang n'a jamais eu lieu. Effectivement, il faut déjà qu'il ait eu un lieu pour que quelque chose ait lieu. Et donc que l'univers aurait toujours existé. L'éternité en temps et l'infini en espace ont donc toujours été. Est-ce possible? Bon, quand on parle de l'univers, on parle, probablement, il y a plusieurs univers, ce que les astrophysiciens vont probablement découvrir prochainement, qu'il n'y a pas un univers. Donc, il y a des créations et des régressions régulières au niveau des structures universelles. Dans quelques années, ils vont envisager l'idée du super-univers. Et quand on parle du Big Bang, ce n'est pas, j'en ai déjà parlé aussi dans une conférence, que ce n'est pas tout à fait comme les astrophysiciens le percevaient au départ, où on a une explosion massive. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, il y a l'apparition subite, à partir d'un endroit non créationnel, donc de l'extra-créationnalité, de mécanique énergétique par effusion. Alors, ce que la personne dit dans la question, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux. Je me fais voler ma bicyclette neuve. Je m'en fous. Je ne secrète pas, je constate. Moi, je l'ai volée, puis je m'en fous. Le lendemain, on m'en offre une en cadeau. Comme j'ai toujours voulu une bicyclette rose. Je ne réagis plus aux événements et j'ai de la difficulté à me reconnaître. Je me demande si je suis un zombie. On dirait que rien ne me fait rien, même d'avoir reçu ce cadeau. La neutralité où je suis empêche l'ego de se reconnaître. Pourrais-je me reconnaître un jour? Bon, il faut faire attention. Tu me passes le papier. Oui. Se reconnaître, ça veut dire être mort. Bon, quand on est mort, on se reconnaît, il n'y a aucun problème. Tous ceux qui se reconnaissent présentement, vous êtes morts. Se reconnaître, ça veut dire ne pas avoir changé, ça veut dire je regarde ma photographie, puis merde, c'est moi. Je n'ai pas bougé, je suis resté stagnant, même chose. L'individu qui évolue très lentement, il se reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il manque le T. Bon, le reste, il l'a. Il est mort. Et alors, il se reconnaît, mais il change. J'ai quand même beaucoup changé. C'est la personne qui change plus rapidement, là, l'ego a de moins en moins le temps de considérer que j'ai été, qu'il a été. Alors, effectivement, il se reconnaît moins. Et là, l'ego essaie d'employer un paquet de vocabulaire particulier. L'homme nouveau, c'est un robot. Quand il pleut, il chiale plus. Tu sais, il n'y a plus rien qui le touche. C'est un robot. C'est un zombie. C'est vrai. La personne, son ego, ce qu'elle aimerait, ça serait de pouvoir recommencer à souffrir, recommencer à pouvoir être heureuse, pour pouvoir avoir peur après de perdre son bonheur. Et là, elle aurait l'impression d'être vivante. Elle serait morte. Tout à l'heure, j'expliquais que plus on va vers le bien est beaucoup plus traumatisant pour l'ego que le mal. Et c'est vrai. La journée où l'être humain ne souffre plus, souvent parce qu'il y en a des personnes qui arrivent à un moment donné à ne presque plus souffrir, mais il leur manque de conscience. Et la majorité de ces personnes-là, il leur reste une seule souffrance, c'est de ne pas souffrir. Ils ne sont pas comme les autres. Mais le bien, c'est l'inconnu, tandis que le mal, c'est expérimenté. Oui, et en plus, le bien vient détruire le mal chez toi. 99% de ce que tu es. Là, je te donne un pourcentage pour lui. Alors, je me fais voler ma bicyclette neuve, je m'en fous. Maintenant, les mots deviennent importants. Il y a une grosse nuance à faire, et je le dis souvent, au niveau de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, c'est ce qui doit se vivre. C'est d'être détaché sans s'en foutre. Est-ce que la personne était détachée ou si elle s'en foutait? Mais s'il nous manque de mots, à un moment donné, on place les mots qu'on peut. Bon, toi, ça m'a rien fait, toi, je m'en fous. Et le mot dit nuance, ça m'a rien fait. Ça ne veut pas dire que je m'en fous. Ça veut dire que ça m'a rien fait.
Se foutre de quelque chose, ça peut être, j'ai une nouvelle bicyclette, puis tiens, subitement, j'ai le goût de couper les pneus avec mon couteau. Je coupe tout. Je m'en fous. Mais en être détaché veut dire ne pas être capable de perdre de l'énergie par suite de l'attachement émotif à quelque chose ou à un être humain. Donc, je ne peux pas être heureux, j'en suis détaché. Je ne peux pas en être malheureux, j'en suis détaché. S'en foutre, c'est le bafoué, c'est le manque de respect, c'est autre chose. Mais une personne va dire, toi, je l'aimais pas, je pleure pas maintenant qu'il est mort, donc je l'aimais pas, donc je m'en foutais. C'est une grosse nuance. C'est parce qu'on pense que pour aimer, il faut souffrir. Donc, si je souffre pas, je l'aime pas. Non, je l'aime, je ne souffre pas. Ça, c'est permis chez l'homme nouveau. Ce n'est pas compris chez l'homme ancien. Je m'en fous. Est-ce que c'est vrai que je m'en fous? Non, je ne sécrète pas. Ça veut dire que la personne est malheureuse parce que le vol de son bicycle n'est pas venu détruire son corps physique. C'est ça. Je suis un zombie. Je trouve anormal. Ben oui. Le lendemain, on m'en offre une autre en cadeau. La vie est belle, autrement dit. Mais non, on continue. Et j'ai toujours voulu une bicyclette rose. C'est impeccable. La vie est parfaite. Sauf que la personne continue à rester pure. Je ne réagis plus aux événements et j'ai de la difficulté à me reconnaître. Évidemment. Mais vous allez finir par vous habituer à être sans souffrance. Et ouais, ça prend le temps. Ça prend le temps, on s'y fait le long. Je me demande si je suis un zombie. Un zombie, c'est un mort vivant. C'est quelqu'un qui ne prend aucune décision. C'est quelqu'un qui exécute tout ce qu'on lui dit. Et c'est quelqu'un qui, normalement, est fait pour tuer. C'est pas un zombie. On dirait que rien ne me fait rien. Dans les tripes, ça se peut. Peut-être qu'à un moment donné, si vous écoutez un petit peu plus énergétiquement, vous allez voir qu'il y a une autre forme de bonheur qui va commencer à transparaître. De bonheur qui est énergiopathique, du sentiment, sentimentique, pas sentimental, sentimentique au lieu d'être émotif. C'est normal que rien ne fasse rien. C'est quelque chose doit faire quelque chose. Oui, bien ça, on le sait, ça. Bon, lui, parce que c'est mon correcteur. Alors là, il corrige ici, rien ne fait rien, mais ça va, c'est correct. Couchez. Bon. La neutralité où je suis empêche l'ego de se reconnaître. L'ego, c'est de la mémoire. Soyez donc vous-même un peu. Vous allez trouver ça bien plaisant, ce sera pas long. Pourrais-je me reconnaître un jour? J'espère que non. OK. Quels sont les indices ou caractéristiques d'un contact avec la supra-énergie, même si ce contact est temporaire et partiel? Ça dépend de chaque individu, ce qui fait qu'on pourra en parler le reste de la journée. Par contre, pour avoir un contact avec la supra-énergie, il faut avoir un double éthérique suffisamment avancé. Et il n'y a personne au Québec présentement qui a la capacité d'avoir un contact avec la supra-énergie, à part peut-être 3 personnes, et ils ne sont pas ici. Par contre, la supra-énergie peut avoir un contact avec vous. Ah. Mais quelle est la différence? Mais la différence, c'est que es-tu suffisamment évolué pour venir me parler, ou c'est moi qui ai décidé d'aller te parler? OK. Il y a une grosse nuance. Tu sais, le patron vient vous voir, puis il vous demande, veux-tu une augmentation de salaire? Je dis oui. Je rentre chez toi. Hey, j'ai réussi à aller le voir, puis j'ai demandé, puis je l'ai eu. Mais il y a une grosse nuance. Tu sais, j'ai vu mon patron, puis j'ai une augmentation de salaire. Aucun mensonge. Oui, mais sauf que nous, on va penser que tu es allé voir le patron, puis que tu as négocié, puis etc. Mais c'est tout à fait l'installé là. Le patron est venu le voir, puis il t'a dit que tu n'avais. Alors, la supra-énergie peut venir toucher l'humain. Mais l'humain ne peut pas dire « je suis très évolué » parce que la supra-énergie vient me toucher. Quand l'humain va toucher la supra-énergie... Il faut qu'il monte pour la toucher. Oui, mais la supra-énergie peut descendre à un moment donné, puis dépendamment des conditions particulières, mais à mettre un doigt là-dessus. Puis encore là, il faut savoir c'est quoi la supra-énergie, parce qu'il y a beaucoup d'autres énergies quand même qui... Supra-énergie, c'est quelque chose qui se transforme en énergie, c'est ce qui engendre l'énergie, et c'est de la supra-énergie que tout découle. Nous y compris. Surtout toi. Comment l'homme parvient-il à se désassujettir de ce qui le manipule par la pensée, s'il est complètement manipulé? Je le répète encore une fois, c'est de développer le volontarisateur, c'est-à-dire de s'arranger pour avoir une forme de volonté mentale. Cela veut dire appliquer certaines choses. Il y a beaucoup de choses que je pourrais expliquer souvent,
Mais la meilleure façon de comprendre la mécanique, c'est qu'il y a des structures, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des moyens. Quand l'individu embarque dans un autobus, il peut bénéficier de tout ce qui est dans l'autobus. Quand l'individu est à l'extérieur de l'autobus et qu'il dit « Écoute, j'ai envie d'aller aux toilettes, où c'est que je peux aller? » Ceux qui sont dans l'autobus peuvent répondre « On en a une en dedans. Ouais, on est passé. » C'est pourquoi, à un moment donné, ça devient intéressant pour solutionner certaines choses, c'est de faire affaire avec quelque chose qui est structuré et organisé. Quand on parle de l'Académie PMC, évidemment, il y a les PMC+, il y a les conférences du mois qui aident énormément. Il y a toute la structure du programme être contrôleur aussi qui ferait que la personne pourrait facilement aller chercher des techniques extrêmement banales qui pourraient lui permettre de répondre à toutes les questions qu'elle se pose là. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un dirait, bon, il y a telle chose qui ne va pas. Alors on lui dit, écoute, pratique le ralentissement nerveux, ou encore fais de l'isométrie par comptage pluralitaire, ça va régler tel problème. Mais là, il faudrait qu'on réexplique tout le phénomène au complet, puis bon, bref, c'est extrêmement long. La meilleure façon, c'est ça, c'est d'être dans un autobus. Comment fait-on pour savoir si notre puissance doit être différée? Si oui, que fait-on en attendant? C'est le gros problème. Il faut savoir si la puissance doit être différée, c'est très facile, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas le temps. C'est différé. Ce qu'on doit faire en attendant, c'est uniquement travailler sur soi. Ça veut dire que la personne, si elle trouve que le temps est long en attendant, bien justement, elle a de quoi faire. Si elle est pressée, elle a de quoi faire. On travaille sur soi. Sur soi. Tu sais, votre puissance doit être différée. Peut-être parce que vous avez 70 volts. Si vous connectez le frigidaire là-dessus, il y a des chances qu'il y ait des problèmes au niveau du frigidaire à un moment donné. Vous avez de la puissance, pas assez. Ça va être risqué pour vous et pour ce que vous allez toucher si vous vous connectez immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On ramasse encore de l'énergie? C'est pas parce qu'on a de la puissance qu'on a de la puissance. En attendant, on continue. On ramasse de l'énergie, on rencontre des gens de calibre, on jase, on crée des synergies avec eux, on cesse d'en perdre, on y arrive. Qui sont les Néphilim? Quel rapport ont-ils avec les Elohim? Ils ont un rapport Ce sont des êtres perdus. Ce sont des êtres qui, à un moment donné, ont travaillé sur une autre planète, ailleurs, il y a bien longtemps, même plus longtemps que ça. Et puis, qui sont perdus et qui ont eu des contacts, à un moment donné, avec des parties spirituelles de certains voyants au niveau du monde astral. Ce sont des êtres qui ressemblent aux Elohim, mais qui n'ont pas à s'occuper, ils ne sont pas à ces modes dans beaucoup de régions de la création. Est-ce qu'ils vivaient à la même époque que les Melchisédek? La question se pose mal, parce que les Melchisédek vivent à aucune époque. Mais à l'époque où ils ont refusé de se fusionner? Non, les Elohim, comme la majorité de toutes les mécaniques qui ont comme fonction de préserver l'intégrité évolutive des planètes, c'est là depuis la création du système planétaire, des systèmes planétaires. Donc, à l'instant où on a commencé à avoir des soleils, les Melchisédek sont apparus un peu plus tard. Quel rapport ont-ils ou auront-ils avec Saddam Hussein dans la crise américano-irakienne? Quelles sont les raisons ésotériques? Mais une question à la fois. Ça rapporte. Ah bah vas-y. Quelles sont les raisons ésotériques de cette guerre sainte visant Israël? Ok, ça ne vise pas uniquement qu'Israël. Mais évidemment, Israël se sent extrêmement mal pris à l'intérieur de ça, parce qu'Israël a toujours été... C'est Israël qui a été le premier réceptacle de l'énergie christique. La guerre sainte, le djihad, qui présentement est en train de croître, qui devrait normalement aboutir à ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, va être une guerre contre l'énergie supramentale, donc contre l'énergie christique. Ce qui fait que, égrégorement parlant, le premier protectorat de l'énergie supramentale, le phénomène du Christ, celui qui l'a reçu, c'est Israël. Bon, même bien qu'ils ont refusé de reconnaître totalement l'essence même du Christ, c'est quand même là que ça a commencé. Et c'est eux qui ont eu le premier contact supramental réel. C'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas le contact qu'ils ne l'ont pas eu, ils l'ont eu. Hein, le Nazaréen était juif au départ. Alors, eux se sentent agressés de bien des façons. Mais le djihad lui-même couvre les États-Unis d'Amérique et le Canada surtout, les Américains, qui, eux, ont reçu l'intelligence christique suite à l'accomplissement du travail de l'Allemagne, pour pouvoir mettre fin au travail de l'Allemagne.
Je vais placer les Japonais un peu pour digérer les Japonais et protéger le Québec. Est-ce qu'il y a un lien entre on parle de golfe là en ce moment, entre le problème du golfe d'Oka et le golfe Persique? Est-ce qu'il y a un lien? Tu écouteras les dernières conférences régulières que j'ai faites, j'en parle à chaque fois. Ah, OK. Alors, on vient donc juste un petit peu avant aux relations qu'il peut y avoir. Le djihad islamique, qui présentement semble vouloir apparaître, va bénéficier de toutes les relations possibles et imaginables. Ils vont récupérer tout ce qui est récupérable. C'est comme des syndicalistes. Alors, tout ce qui est récupérable contre l'intelligence supramentale va être récupéré. Contre les États-Unis, on va commencer par dire que c'est les Américains qu'on va démolir. Bon. Alors, tout va pouvoir servir. À l'instant où quelque chose, par exemple, on aurait quelqu'un qui est... mettons qu'on aurait l'islam qui dirait que les athées sont des pourris. Un jour, on rencontre un peuple athée qui déteste les Américains. Ces athées-là sont corrects. Ils vont tout récupérer contre les Américains. Alors, donc, il y aura des relations au niveau de tout ce qui traîne dans l'astral, tout ce qui traîne dans l'énergie, qui n'est pas présentement intelligent, des vestiges du passé. Ça va se rallier à ce djihad. Et c'est pourquoi ça va faire un djihad extrêmement puissant s'il finit par éclore, parce qu'il y aura de la magie, il y aura énormément d'énergie, il y aura énormément de choses, des choses extrêmement efficaces et puissantes, beaucoup plus rapidement puissantes que l'énergie supramentale, parce que ce sont des choses noires. Et les choses noires sont des choses qui sont près de la matière, donc plus facilement utilisables par l'humain. Depuis que je fais un travail d'énergisation vitale, je perçois une forme noire dans la maison qui m'observe. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a toujours été là. Elle va voir son ami, puis elle lui dit qu'il y a quelqu'un dans la maison qui l'observe. C'est vous qui l'observez. Depuis que j'ai fait donc, vous avez simplement commencé à voir des choses qui étaient toujours là. C'est probablement une entité qui appartient à la maison, qui appartient à la demeure ou qui appartient à certains meubles de la maison. C'est quelque chose qui traîne là, c'est un fantôme que vous voyez. C'est un fantôme qui peut provenir aussi de l'endroit sur lequel est bâtie la maison. Quelque chose qui est rattaché au sous-sol. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le regarde. On demande d'aller ailleurs. On ne fait pas grand-chose, il n'y a pas de problème. Et il faut faire attention, c'est pas parce que maintenant qu'on le voit, c'est pas parce qu'on le voit, ça commence à créer des problèmes. Ça peut nous en créer parce qu'astralement, nous laissons charrier. Et si vous saviez la quantité de phénomènes qui autour de vous, hein, quand on se promène dans la forêt et qu'on commence à regarder, il y en a. Mais il y en a un par plante, il y en a un par libellule, un par papillon, un par mouche. Puis imaginez qu'il y en a un par microbe. Si ça fait brûler l'encens, est-ce que ça peut le faire partir? Ça l'aide énormément, mais dans son cas ici, ça ressemble à une entité qui est reliée au sol. Donc, ça va quand même aider. Est-ce que Marie-Madeleine est à l'origine d'un faisceau? Si oui, est-ce qu'il est... Bon, okay. Par contre, elle a été la gardienne d'un faisceau pendant longtemps. Mais elle n'est pas à l'origine d'un faisceau. Est-ce que Mère aurait fait partie de ce faisceau? Mère a fait partie, en gros, de ce faisceau. Mère réincarnait plus qu'un faisceau, surtout depuis qu'il a rencontré Aurobindo. Mais effectivement, c'est assez réel de dire que Mère était très, très, très près de Marie-Madeleine. Est-ce qu'il y avait des réincarnations de Marie-Madeleine? Oui, si au départ l'énergie est indifférenciée, pourquoi se divise-t-elle en faisceaux lors de l'effusion? Bon, la chose que vous pouvez faire pour comprendre facilement, c'est très long à expliquer, ça sera de vous référer à une conférence que j'ai faite, le processus de l'effusion, conférence régulière, et vous allez en avoir pour votre énergie. Est-ce que la séparation des sexes est un accident génétique ou une manipulation extraterrestre? Est-ce que cela s'est produit en Lémurie? Bon, la séparation des sexes est une manipulation extraterrestre, une manipulation engendrée par les Elohim. Et on en parle souvent en séminaire, mais effectivement, c'est quelque chose qui est prévu, organisé, orchestré. Pourquoi les informations sur la genèse de l'homme ont-elles toujours été occultées? Parce que l'homme préfère les choses occultées. L'homme est dans un monde présentement où il préfère le maquillage.
Et quand on veut connaître, on finit par connaître. Sauf que la personne peut dire, moi, je suis prêt maintenant à connaître la vérité. Alors, commence par regarder ce qu'il y a chez toi. Oh, ben, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est ça. Les choses apparaissent. Vous savez, le filtre qui nous empêche de voir comment on est astralement constitué, le filtre qui nous empêche de voir qu'on est manipulé, le filtre qui nous empêche de voir qu'on a tort, mais c'est le même fil qui fait que vous pensez qu'un arbre est beau. Alors, on ne peut pas, par exemple, voir pur quelque chose. C'est le même fil. On regarde par les mêmes yeux. Alors, j'ai les yeux encrassés. Bien, évidemment, je vous vois encrassé. Je me vois encrassé. Je vois tout encrassé. J'aimerais te voir correct. Et je vais me voir correct. C'est le même filtre. Donc, c'est une purification, une égoïsation qui va faire à la longue que quand vous allez, par exemple, juste lire la Genèse, allez tout comprendre ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été écrit, ce qui n'est pas su, vous allez voir, vous allez le savoir. Mais pour ça, on doit s'en égoïser, on doit devenir transparent avec soi-même. Et on sera avec autrui, on sera avec l'intelligence, on sera avec les animaux, on sera avec tout. Une question posée à une tireuse de tarot me fut répondue ainsi. Tu es à cheval entre deux mondes, deux temps. Tu ne perçois pas ton futur. Pour réussir, il te faut sans relâche aller vers l'avant, défricher vers le futur. Le passé est mort, la clé le futur. Réponse finale, l'arcane sans nom, la mort. Bref, elle m'a dit que quelque chose doit mourir en moi. C'est le seul moyen. Sinon, le tout est voué à d'inutiles souffrances. Ben oui, c'est évident. L'intelligence peut-elle s'exprimer par un médium de communication astrale qui est le tarot? C'est vous qui vous êtes exprimé par la tireuse de cartes. Alors nécessairement, oui, l'intelligence s'exprime par ce que vous avez besoin pour comprendre. Vous le savez, je vous l'ai dit. Ben, vous faites confiance à une tireuse de cartes. L'intelligence va s'arranger. On vous le répète. Écoutez bien, à un moment donné, vous allez devoir finir par le comprendre. C'est exactement ça. Et la mort, c'est pas la mort physique, c'est la maison de Dieu qui est la mort physique, surtout. Pas toujours, mais surtout. La mort, la carte de la mort, le chiffre 13, c'est simplement une mutation, une transmutation, une renaissance. Ah, effectivement, quelque chose doit mourir, oui. L'homme ancien, la femme ancienne, ça doit s'en aller. Ben oui. Qu'est-ce qu'a Melchisédek? Quel est son rôle? Ça, t'en as parlé. Donc, j'en ai parlé souvent, mais c'est un catalyseur de l'évolution. C'est une mécanique qui ne prend pas part à l'évolution de l'humanité, mais qui est capable de l'accélérer énormément par l'information qu'il peut donner à l'intérieur d'elle. Donc, ça n'évolue pas, Melchisédek, ça peut se fusionner, ça peut venir supporter un individu qui évolue. Normalement, une humanité, si ça communique de l'information à une personne qui est un guide, comme Moïse l'a été, comme d'autres l'ont été aussi. Je veux me faire un bijou énergétique. Quel matériel puis-je utiliser? L'or ou l'argent. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'appliquer l'information que j'avais donnée lors d'un PMC+, sur la fabrication justement du médaillon ou de la bague, qui permet de créer un égrégore très personnalisé que personne ne pourra copier ou avoir comme toi par accident, et qui nous permet de mettre de l'énergie à l'intérieur jusqu'au moment donné où on pourra détruire le phénomène pour récupérer son énergie. Et pour ça, à un moment donné, vous pourrez vous informer peut-être au bureau, à l'académie, puis on verra si il reste encore d'informations au sujet de ce médaillon. Mais à ce moment, c'était pas le temps de le détruire, justement? Pour la majorité, ça va être le temps dans très peu de temps. Alors, est-ce que cette personne-là a le temps de le faire? Ou, les médaillons en or, en argent, vous me les donnez tous, puis moi, je m'arrangerai avec. Et puis, ceux qui sont en cuivre, en bronze, je vous expliquerai comment... J'ai un collier en bois depuis plus de 30 ans qui a été porté quelques fois. Distorsion environ. Peut-il être énergétique? Il est énergétique, mais lui serait probablement dû être détruit. Mais on détruit d'une façon particulière pour ne pas perdre les énergies qu'on met dedans. Et puis à un moment donné, on fera un petit quelque chose, un petit retour là-dessus, pour expliquer aux gens comment se départir de ce qu'ils doivent vider comme énergie pour le récupérer. Surtout faire ça à la fin de l'année, à la période jour de l'an. Il y a certaines particularités au niveau des saisons, effectivement, qui aident. J'ai pratiqué plusieurs techniques. Je connais présentement un appauvrissement, une perte de santé et un divorce. Je suis à l'étape de ne plus perdre de l'énergie, mais quand j'arrive à l'alimentation, je plante. C'est normal. Quand on plante, c'est le temps d'être végétarien.
Ce qui veut dire que je ne peux plus passer à l'étape suivante tant que je n'aurai pas bouché ce trou, cela peut être long. Quand ça fait 40 ans que tu as pris de mauvaises habitudes. Et puis je vois le temps filer, peut-être qu'il ne me reste que 9 mois, 1 an, et j'en suis toujours là. Je ne me sens aucunement motivé. Je ne dis à quoi ça sert. Vais-je y arriver? Et puis je me dis, je n'ai même pas de libre arbitre. Je vois consciemment toute cette merde m'arriver et sans... Mais à quoi ça sert maintenant? Je suis consciente de ce jeu débile de l'astral. Je n'appartiens plus à cette planète, ce qui veut dire que je ne veux pas pour autant me suicider. L'esclave ne veut plus être l'esclave. Ne me reste-t-il pas plus que la patience devant la transparence? Où est-ce la limite de tout cela? Non, la personne elle a besoin d'énergie. En plus, ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu de bâtir vers l'avant, elle bâtit vers l'arrière. Bon, avec 40 ans de mauvaises habitudes, venez donc au monde immédiatement, naissez aujourd'hui, là, puis commencez. OK? Il n'y a pas de mauvaises habitudes. Alors, vous prenez une compagnie qui a mal été gérée. Prenez-la. Il y en a qui achètent des compagnies en faillite puis qui en font des multinationales après. Votre corps physique puis votre vie, c'est une compagnie qui a mal été gérée. Parfait. Par qui? On s'en fout. Par qui? Achetez-la. Hein? Vous êtes dedans maintenant, vous l'avez acheté. Et puis maintenant, on commence. On fait du ménage, on dépoussière un peu, puis on y va brique après brique, et c'est ça qui est important. Le secret, c'est de ne pas vouloir tout changer. Oui, mais gars, j'ai l'alimentation, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis il me reste 5-8 mois. Bien, justement, commence tout de suite. Attends pas dans 8 mois pour te dire qu'il faudra que tu commences. Bon, alors la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas regarder vers le passé, ça ne le regarde pas. Et elle commence une chose à la fois. Elle a besoin d'énergie, bon, dans l'alimentation, ça plante. Qu'elle s'arrange pour intelligencer, je ne peux pas tout expliquer là, on l'a vu un peu au niveau de la conférence. Les meilleures choses à faire, il y a des personnes aussi qui pratiquent certaines techniques, ça peut être le yoga, ça peut être le tai chi, ça peut être des techniques PMC aussi. Mais la façon dont on est présent lorsque l'on fait une technique, c'est ça qui change tout de la technique. Bon, es-tu là, es-tu pas là? Es-tu là en synthétisant? C'est ton ego qui est là ou c'est le mental qui est là? La personne, elle a donc effectivement extrêmement intérêt à repartir à zéro, puis mettre brique après brique, puis reprendre la compagnie en main, son corps physique et sa vie, puis améliorer une chose à la fois. Ça va très vite quand on améliore une chose à la fois, parce que ce qu'on améliore, on le fait. Après ça, on s'arrange pour renforcer notre position. Hein? Il ne faut pas qu'on améliore une autre affaire et qu'on perde ce qu'on vient de faire. On améliore une chose, une petite chose, la plus facile chez vous. Et puis après ça, on consolide ça. Après ça, on en fait une deuxième. On consolide. Troisième, on consolide. Là, si vous vous dites, ouais, mais tu veux ce que j'ai à faire? Quand je m'en vais à Québec en automobile, c'est la même chose. Je regarde mon compteur kilométrique, puis je me dis, tabarnouche, j'ai 1/10 de kilomètre, 2/10 de kilomètre, 3/10 de kilomètre, j'ai pas fini. Si je regarde le chemin, puis je compte les arbres, puis poteaux, puis les lignes à terre, j'ai pas fini. Maintenant, on va des chiffres là-dedans. Puis si finalement je me laisse y aller, de toute façon, je vais y aller. Ben, j'arrive. Le même temps qu'autrement. Mais c'est beaucoup plus économique en énergie. À la personne de mettre brique sur brique, puis de commencer immédiatement avec des techniques particulières. Des techniques particulières qui vont l'énergiser, qui vont la placer. Des techniques de base, c'est la meilleure chose. Même si, mettons, une personne aurait fait du yoga pendant 40 ans, puis là, quelqu'un lui dirait, écoute, ton yoga, tu le fais mal. Bien, viens avec moi, on va recommencer. On va recommencer vite, évidemment. Elle a fait 40 ans de yoga. Peut-être qu'on va recommencer en 6 semaines, ça va être gros dur. On recommence pas 40 ans. Recommencer ne veut pas dire recommencer, ça veut dire repartir à zéro. Mais nécessairement, il vous restera des mémoires d'intervention, il vous restera d'intelligence. Vous êtes expérimenté. Vous avez maintenant du savoir et de la sagesse énergétique, un savoir instantané. Donc, quand on parle de recommencer, on ne recommence pas. Vous pouvez demain matin recommencer à manger, parce que vous avez tout digéré, tout pris ce que vous aviez pris la veille. Mais vous pouvez aussi manger d'une nouvelle façon. Vous pouvez dire, je suis mon seul maître. Vous pouvez le répéter pendant 200 ans. Et vous pouvez aussi ne jamais le répéter et le prononcer 2000 fois. On ne recommence pas. Mais je peux te dire, écoute, tout ce que tu viens de faire, là, non, c'est pas ça. Tu viens de marcher en démarche flottante, tu viens de resconiser, tu viens de canviser, puis tu es tout stressé. Écoute, on recommence. Il faut que je recommence. Mais en réalité, tu ne recommences pas. Tout ce que tu as fait, c'était pas ça. Oui, mais tu as dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça. Ben, fais pas ce que j'ai dit. C'est perfectionniste que tu sais. Et oui, mais on recommence. C'est très simple. Si tu es en train de jouer un morceau de musique, tu
pars sur deux notes trop hautes. Mais toutes tes notes qui suivent sont toutes fausses. Ben oui, arrête, puis on reprend. C'est pas la même chose. La personne, elle devra aussi recommencer des techniques de base. On parlait tout à l'heure de respirer, manger, se laver. C'est des techniques de base. Puis dormir. Puis on commence quelque chose là. Et ça va aider. 8 mois, c'est du temps. C'est énorme, 8 mois. 8 mois s'ennuyer, mon ami, c'est long. Ça prouve qu'on a du temps. Einstein se cachait à son travail pour travailler sur ses équations, alors qu'il était engagé pour autre chose. Quand on lui a demandé de prouver ses théories, il a dit qu'il ne s'agissait que de formalités. Pourquoi en dernier, tout était mélangé, hein? Oui. Parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Exact. Einstein n'avait pas besoin de prouver, et on n'a pas besoin de prouver. Moi, c'est un des problèmes qui, de temps en temps, nuit un peu à ma situation sociale, si l'on veut, ou à ma situation politique, parce que de temps en temps, les individus ont besoin qu'on ait des diplômes ou encore qu'on leur prouve. Alors que moi, je rencontre souvent des individus qui, justement, ont besoin de ça, et je leur dis, écoute, il y en a d'autres qui vont prouver. Moi, j'ai vraiment d'autres choses à faire que de prouver. Applique, faisons, bougeons. Et puis, pour prouver, on va laisser ça à d'autres. Il y a énormément d'informations qui étaient amenées uniquement pour amener de l'énergie. Alors, Albert Einstein, il se servait de cette information pour s'énergiser. Nécessairement, il communiquait des choses. Et là, on lui disait, prouve-le. Mais c'est pas pour prouver ce que j'ai amené. Je l'ai dit parce que c'était comme ça. Puis, bon, etc. Puis, effectivement, on a souvent parlé de l'esthétisme, de l'onde de forme. Les choses esthétiques sont les choses qui sont correctes, qui sont vraies, qui sont réelles. Puis Albert Einstein a travaillé longtemps sur des choses uniquement parce que c'était joli. Et il a fini par prouver certaines choses pour préserver son emploi. Puis souvent, il disait aux gens simplement, ben, regardez, faites ceci, cela et cela, puis vous aurez la preuve. Il ne travaillait pas trop à prouver. Sa femme, qui, elle, souffrait énormément du fait qu'on rejetait souvent Albert Einstein uniquement parce qu'il n'avait pas de preuves, ben, effectivement, elle a quand même travaillé, mais pas juste elle. Il y a eu quelques personnages, à un moment donné, qui ont été engagés, qui travaillaient aussi avec lui, ou qu'on lui a attribué, des mathématiciens intéressants, qui ont travaillé pour prouver. Sauf que souvent, Albert Einstein, il venait nuire aux mathématiciens parce qu'il lui disait, écoute, c'est bien trop compliqué, ça n'a pas de mot du sens, c'est laid, ça, c'est pas correct, ça. L'autre, il reprenait à zéro, mais avec l'idée d'Albert Einstein, puis il n'arrivait jamais à ses résultats. Il a fallu qu'Albert le laisse aller. L'esthétisme, c'est la base même, et puis Albert Einstein n'avait pas approuvé, puis finalement, il n'a pas prouvé grand-chose, il s'est servi de ce qu'il avait besoin pour lui. Quand il a commencé à vouloir prouver, ben, sa femme l'a aidé, d'autres personnages l'ont aidé, et vers la fin, il a même changé un paquet de choses pour faire en sorte que ça fonctionne mathématiquement. Donc, il a changé des parties de la théorie globale de la relativité pour que ça marche mathématiquement, et aujourd'hui, on sait qu'il s'était trompé dans ses mathématiques. Donc, il avait dévié la théorie, puis qu'il avait raison au départ. On fonctionne comme ça. Prouver. À un moment donné, c'est comme Albert Einstein, il pourrait dire, écoute, vous voulez que je le prouve? Je vous parle plus. Lui, j'ai pas besoin de le prouver, fait qu'on parle ensemble. Lui, il était manipulé, justement, par les gens de l'extérieur. Exact. Si on l'avait laissé faire comme il pensait. S'il aurait rencontré quelques conscientisés aujourd'hui, même si vous n'auriez pas pu le suivre, ben, il aurait tout drôlement plus heureux. Parce qu'ensemble, il aurait dit des choses, puis on aurait compris à la valeur ce qu'on peut comprendre, puis on aurait trouvé, c'est génial. Pourquoi génial? Ça ne sert à rien. Mais non, mais c'est génial. C'est beau. C'est parfait. Ça a de l'allure. Tu sais, on prend un exemple bien banal. Il y a une horloge ici, puis une horloge sur le mur là-bas. Et puis, tout ça, moi, je voyage à la vitesse de la lumière, entre les deux horloges. Vu que je me déplace à la vitesse de la lumière, nécessairement, l'horloge qui est là, ici, va prendre de l'avance sur l'horloge qui est là. Les deux horloges fonctionnent en même temps, mais elle, ici, elle ralentit sur l'autre, parce que je me déplace à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Ben, c'est très simple. C'est parce que quand je me rapproche de l'horloge qui est là-bas, la lumière qui vient vers moi à 300 000 km à la seconde, elle me frappe mon œil. Celle qui vient vers moi, ben moi, je marche aux 2 tiers de la vitesse de la lumière. Pour y laisser une chance. Elle va me rattraper, mais elle me rattrape pendant que je m'éloigne, ce qui fait qu'il est 5h30, il est 5h30 aux deux horloges. Vu que je suis ici et que je vais par là-bas, je reçois l'information à 5h30, puis elle est ici, l'information. Et là, je reçois 5h31 quand celle-ci me rejoint à 5h30. Et je reçois 5h32 quand elle me rejoint 5h30 et 30 secondes. Et plus je me rapproche de cette horloge-là, quand je regarde celle-là, elle ralentit, puis elle ralentit réellement, parce que tout ce que vous percevez aujourd'hui, c'est en fonction de la lumière. Et celle-là, elle accélère. Et c'est vrai. Puis on va dire, oui, mais à quoi ça sert de savoir ça? C'est vrai, par exemple.
C'est vraiment maudit. Assez que si je suis dans un vaisseau spatial et je me promène à la vitesse de la lumière, que je te croise, toi qui te promènes à la vitesse de la lumière aussi, eh bien, je vais voir que tu vieillis plus vite que moi. Et le pire, c'est que lui va voir que je vieillis plus vite que lui. Et tous les deux ont raison. C'est le paradoxe de la relativité. Puis on a effectivement raison tous les deux, et tu vieillis plus vite que moi. Et je vieillis plus vite que toi pour toi. Et c'est le gros problème. C'est que vous allez être jeune en me regardant, je vais être jeune en vous regardant, tous les deux, on est vieux en se regardant. Et on est jeune et vieux. Je vais être mort et vous allez me voir encore jeune. Puis moi, je vais être vivant et vous voir mort. Et c'est le paradoxe de la relativité. Et ça développe la conscience. C'est de la réalité. Et Albert Einstein, il se serait amusé. Mais à l'époque, il y avait quelques personnes qui pouvaient jouer un peu avec lui, puis la majorité, ça jouait mal. On n'a pas approuvé quand on a... Il savait comment il était relié au phénomène supramental, Albert Einstein. C'est lui qui a amené l'intelligence en tant qu'humain avec d'autres personnes. Il y en a eu quelques autres, Oppenheimer, il y en a eu plusieurs autres comme ça qui sont rapprochés, tous des juifs, la majorité. Et ils ont amené l'intelligence supramentale aux États-Unis, qui après s'est développée un peu partout ailleurs, en Amérique du Nord. Alors Albert Einstein, il était relié. Il avait tout du farfelu. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs points de jonction dans une journée où je peux accomplir une action ou l'autre. Évidemment, j'accomplis toujours celle que j'accomplis. Par exemple, je suis ici aujourd'hui. La question est, y a-t-il un autre moi resté chez moi présentement qui vit sur un autre plan et qui, à son tour, se divisera à la prochaine jonction? Bon, c'est une question à la Albert Einstein. La réponse à la Daniel Kem. Il y a un autre vous partout sur la planète. Mais vous ne le saurez jamais, parce que quand vous arrivez, il n'est plus là. Il est où vous étiez. Puis où vous allez être. Et c'est vrai. C'était sa question à elle. Ouais. Ça tient? Parce que j'avais pas fini. Non, lis les autres questions, là. Elle connaît la réponse. Cheminer en secrétant dans des futurs antagonistes. Bon, c'est encore sa question. Non, c'est pas le même. Non? À moins qu'il change d'écriture. Alors, cheminer en secrétant dans des futurs antagonistes à ceux désirés. Exemple, santé, donc maladie, richesse, donc pauvreté, est facilement applicable. Ok, tu me passes ça ici, là. Je connais la question complète. Bon. Il y a beaucoup de problèmes dans l'évolution. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait être sur un pied sur un bateau, un pied sur un autre bateau. Et on peut se ramasser à l'eau. Je vous le dis, vous aurez à découvrir certaines choses encore une fois, puis à un moment donné, on pourra revenir sur la mécanique. Êtes-vous un conscientisé ou une conscientisée bien pogné avec les lois de l'ère du poisson? Sécrétez négativement et vous aurez une récompense positive. Êtes-vous de plus en plus en train de transiter vers l'ère nouvelle? Sécrétez positivement et vous aurez un résultat positif. Mais en réalité, on ne sécrétera plus. Il va venir à un moment donné, on va mentaliser ou on va énergiser vers un résultat positif et on va l'avoir. Mais il faut faire attention, on va revenir à un moment donné complet sur la mécanique. Mais il y a beaucoup, chaque fois que l'ego vient s'énergiser dans la mentalisation, on perd. Donc on serait mieux d'y aller négativement. Parce qu'on éliminait des futurs possibles. Si l'ego est présent, tu dois sécréter négativement pour éliminer un futur possible. Si l'ego est absent et qu'il n'y a que toi, c'est préférable d'aller positivement vers un seul futur, celui que tu veux aller chercher. Puis le moindrement tu commences à sécréter, que l'ego commence à aimer ça, tu es mieux d'aller négativement, tu es en train de démolir ton futur possible. Ce qui fait que les individus, il y en a qui peuvent le faire facilement en sécrétion négative, puis il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas appris encore à jouer avec leurs pensées. Et rendu à un moment donné, c'est pas en sécrétion négative que tu dois aller, c'est en mentalisation, en énergisation positive, mais il ne faut pas que l'ego vienne s'en mêler. Il y a toute une panoplie de lois reliées à ça, sur lesquelles on pourra revenir à un moment donné. Y a-t-il actuellement des entités allemandes nazies qui essayent de se réincarner sous la rive sud? C'est ta question.
Ben, il y en a, de toute façon, le Québec réincarne la majorité du peuple allemand du passé, ce qui fait que, oui, Rive-Sud aussi, il y a effectivement des mécanismes comme ça. Petites allusions. Mais les Anglais réincarnent du peuple allemand, les Britanniques, je parle, et il y a des ectopicités un peu partout, puis le Québec, c'est la majorité. Fait que sur la Rive-Sud, oui. Mais effectivement, il faut comprendre que sur la Rive-Sud, faites attention à ce que vous allez comprendre, pas ce que je dis, mais ce que vous allez comprendre, c'est que les partis noirs de l'Allemagne vont avoir tendance à se réincarner en deçà des montagnes du bouclier canadien. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là sont mauvais. Mais ça veut dire que ce qui est le plus mauvais a tendance à se réincarner là. Ça va jusqu'aux États-Unis en descendant, évidemment. Là. Ça va jusqu'au Mexique, là, les Guatemala, Honduras. Tu sais, il y a une belle place. C'est ça, c'est la Rive-Sud jusqu'aux terres de feu. Lors d'une nuit passée à la Belle Étoile, sans couverture. Moi, j'ai déjà essayé de passer une nuit à la Belle Étoile, puis il y avait toujours plein d'étoiles. J'ai jamais trouvé la Belle Étoile. Je suis belle. Passer à la Belle Étoile, sans couverture, avec compagnie. Okay. J'aurais aimé être muni d'une voile. Être muni d'une voile comme le Démétrion, qui aurait réglé la température du cou. Du corps. Écoute bien, c'est poli. Ouais. J'ai essayé de fabriquer cette voile en fixant une étoile. Mais l'humidité me ramenait à la réalité lorsqu'elle... Non, l'humidité vous ramenait à votre réalité. Lorsqu'elle traversait le corps. Comment tisser cette voile? Est-ce un manque d'énergie? Et oui, uniquement. Qu'est-ce qui aurait été utile? Les gars n'avaient pas peur? L'ego? À ce moment-là, qu'est-ce qui aurait été utile de faire? Pas grand-chose, il faut le faire avant. C'est toujours avant. On se prépare avant. Quand on est suffisamment prêt, parce que là, c'est un mouvement instantané, un moment vivant. Donc, nécessairement, quand on arrive dans un moment vivant suffisamment prêt, on n'a pas trop de techniques à appliquer, on fait la chose. Alors que la personne, disons qu'au maximum, il y aurait pu y avoir certaines choses, mais ça aurait pu briser l'idée, le contact avec l'idée qu'on avait. Par exemple, on a une idée merveilleuse, on essaie de l'appliquer, ça ne fonctionne pas. Alors la personne aurait pu s'asseoir puis commencer à faire des respirations conscientes particulières. Elle aurait pu faire un pompage sacré. Elle aurait pu faire un pompage uniquement magnifique. Et là, elle aurait eu suffisamment d'énergie. Son corps aurait commencé à se réchauffer, donc le yin serait parti. Elle aurait pu aussi, avec une voix mentale, simplement ioniser le lieu. Donc l'humidité serait encore partie. Mais peut-être qu'une fois qu'elle aurait été prête, peut-être qu'elle aurait perdu, elle aurait pu eu le contact avec l'idée de ce qu'elle voulait faire, la gustation. C'est pourquoi souvent c'est préférable de faire des choses, puis devenir un être humain particulier. Puis quand une situation se pointe, c'est parfait. Un individu me dit, par exemple, on fait une expérience, on va dans la forêt, on arrive quelque part, et normalement, il peut arriver des choses. On arrive là, il ne se passe rien. L'individu dit souvent, ah oui, mais regarde, il ne s'est rien passé, il s'est rien passé. Vous savez, la vie nous l'amène de temps en temps. Mais quand ça arrive, il faut qu'on soit prêt. Bon, alors l'individu peut se préparer. Puis à un moment donné, là où elle ne s'en attend pas, quand elle ne pense pas, bref, ça n'a rien à voir, elle va vivre quelque chose de particulièrement parfait, ajusté, et elle sera parfaitement ajustée aussi. Donc, sur le moment, il aurait pu y avoir quelques techniques qu'on aurait pu faire là. Si l'individu aurait connu les techniques et bien contrôlé le système pulmonaire, ces choses-là, qu'il aurait énergisé, ou encore avec une conscience mentale suffisante, avec une pratique aussi de la mentalisation ionique, donc comment ionifier un lieu. Et là, elle aurait pu régler le problème qu'elle décrit sur la question et se faire ce qu'elle voulait faire, donc vivre une forme de contact énergétique particulier. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on arrive, c'est parfait, c'est le temps. Disons, vous arrivez quelque part pour boire un autre de forme. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de maringouins. Ils boivent votre sang. Alors, si tu dis, bon, ben, je vais en éliminer quelques-uns, je vais mettre du machin, après ça, je vais commencer à magnifiser pour dégager une odeur particulière qui fait que les maringouins vont s'en aller. Et peut-être quand tout est prêt, ben là, vous n'avez plus le goût de boire l'onde de forme. Donc, c'est couvert, ça a changé, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi on doit s'arranger pour vivre régulièrement homme nouveau, femme nouvelle. Et quand on arrive dans des situations particulières, il y en a un bon paquet, parce que plus ça va, plus il y en a.
parce qu'on est plus sensible à découvrir, à se rendre compte de l'esthétique, de la beauté de certains événements. Mais donc, sur le moment, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est préférable de les avoir faites avant. Des fois, on peut se préparer une situation, puis elle ne se produira jamais. Mais c'est tout à peu près toujours fait. C'est ça que je dis. Exactement. C'est pourquoi, par exemple, tu vas quelque part pour faire certaines choses, puis on ne l'a pas, puis on ne l'a pas, puis on ne l'a pas. Pratique quand même, fais comme. Puis à un moment donné, ben, quand ça n'a rien à voir, subitement l'ambiance est impeccable, subitement toi tu es impeccable, puis les choses commencent à s'associer ensemble. En fonction de ta pureté, ben, ou de la capacité de te désinhiber là sur le moment, tu vas pouvoir aller très 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 loin dans l'événement. Alors que tout le temps je le recherchais, il y avait un égo de trop. Souvent. Avant les dinosaures, comment s'appelaient les autres? Les autres bêtes. Les autres Ils restent en vie. Ah, il ne cristallines? s'appelait pas, il était toujours rendu. Ben, il n'y a pas de... Dinosaures, c'est une famille qui veut simplement dire lézard géant. Alors avant ça, il y a énormément de mots. On n'a pas de famille particulière pour les animaux qu'il y a avant. On parlera d'avives, on parlera d'acédéminés, on parlera par la suite de paquets de classes animales. Mais il y en a un infini, il y en a une peste. Parce que quand on parle des dinosaures, des lézards géants, on est déjà rendu à quelques millions d'années, même quelques milliards d'années d'évolution du contexte planétaire. Ce qui fait qu'il y en a une liste infinie. C'est comme si on me dirait, par exemple, bon, un dinosaure, c'est pas un animal, évidemment, c'est une famille. Alors, comment appelait-on les dinosaures plus précisément? On n'en sortira pas non plus, parce qu'il y en a une infinité de mots et de noms. Un aspect de la menfi consiste à faire des mouvements très lents. Si je prends un crayon dans ma main gauche, je suis droitier, et que je Parce qu'il une est écrit à minute gauche. pour le déposer sur la que je mets une minute pour le déposer sur la table, cela a les conséquences physiques suivantes. Je me retrouve épuisé pendant 3 ou 4 jours, Absolument. ayant même du mal à marcher. Absolument. À quoi cela a-t-il dû? La personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une technique PMC qui s'adresse présentement surtout au chef. Elle fait un conditionnement magnifique. Et faire un conditionnement magnifique, il faut une volonté extraordinairement puissante. Il faut un contrôle du corps physique et du corps vital très précis. Sinon, ça demandera du cerveau une énergie telle que ça va épuiser un individu. Là, c'est juste la main, mais ça peut... De toute façon, normalement, un individu n'arrivera pas. Il est couché sur le dos. Et on lui dit, lève-toi en conditionnement magnifique. Après avoir bougé 6-7 pouces un bras ou un pied, il finit, il capote, il ne peut plus, l'ego ne peut plus le supporter, le corps vital ne le supporte plus, il n'y a plus rien qui le supporte. Donc, si l'individu pourrait poursuivre, elle pourrait même en mourir. Mais elle ne poursuit pas, elle ne peut plus, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de pureté dans son corps physique, il n'y a pas suffisamment de pureté dans son corps vital. Le conditionnement magnifique, c'est exactement comme si on demandait à l'individu de faire à peu près, sans exagérer les chiffres, disons près de 500 fois un acte sexuel tantrique. Le résultat va être effectivement en proportion avec ce que ça demande, mais par exemple, quelqu'un qui aurait un acte sexuel contrôlé au niveau tantrique, s'il n'est pas suffisamment pur, il peut en mourir. Ou il peut carrément se déséquilibrer cérébralement. Et le conditionnement magnifique est un conditionnement qui s'adresse uniquement à l'homme nouveau. On parle de pureté. Alors, à un moment donné, on va enseigner certaines choses, par exemple dans le cours Menfi, mais un individu qui cellularise ou encore va adapter certaines choses peut parvenir lui-même à arriver au conditionnement magnifique qu'on réserve normalement à ceux qui sont capables de toucher aux techniques tragales. Donc, ce n'est plus le PMC, disons, antérieur. L'individu doit être énergétiquement prêt, astralement, physiquement, vitalement prêt, mentalement très contrôleur pour pouvoir parvenir à faire un conditionnement magnifique. Et là, on parlera juste placer la main ici, élever-la en conditionnement magnifique jusqu'ici, puis il y a des chances que la majorité ne se rende même pas au milieu. Ben, il y a plein de fusibles qui vont sauter. Chez les anciens, parce que chez l'homme nouveau, c'est disjoncteur. Est-ce qu'il me sera quand même possible de faire de l'isométrie cérébrale? Absolument, mais à un moment donné, on devra vous expliquer un peu plus comment on le fait. Il y a des techniques qui isométrisent énormément. Il y a des techniques mentales qui isométrisent énormément. Il y a des techniques physiques qui isométrisent énormément. Puis il y a des techniques vitales qui créent une isométrie cérébrale assez rapide, sans perte d'énergie
comme on l'aurait là. Pourquoi? Parce que là, il y a un déphasement total entre l'exercice qu'on veut faire à l'individu et ce qu'il est présentement au niveau du conditionnement magnifique. Un soir, lorsque je marchais dans une ruelle, un chien berger allemand s'est approché de moi. Il a collé son nez... Encore les Allemands. Sur la rive sud? Il a collé son nez sur mon bras et a ouvert la gueule pour me mordre. C'est alors que je me suis sauvé à toutes jambes. Le chien, d'un air méchant, m'a suivi pour une petite distance. J'ai trouvé ce comportement très bizarre, mais j'en ai... Moi aussi, franchement, courir comme ça devant un chien, j'avoue que c'est un comportement bizarre. J'ai trouvé... mais j'en ai conclu qu'il avait été dressé ainsi. Est-ce vrai ou cet événement cache un phénomène de la nature? Bon, c'est probablement un chien qui a été dressé, ou c'est un chien très manipulé. Tout ce que vous auriez eu à dire quand le chien a ouvert la gueule, c'était non. Et puis le chien n'a rien fait d'autre. Ben, il aurait continué à respirer, évidemment. La personne lui aurait parlé, le chien s'est approché, le chien a senti, le chien a voulu attaquer, il a attaqué à peine, le chien a voulu bon. C'est un chien qui se contrôle facilement. Naturel ou dressé, c'est un chien qui se contrôle facilement. Si on laisse le bras là, puis quelqu'un qui est astralement peut dégager assez, aurait dit des mots violents, là, toi mon tabarnouche, etc. Si tu me mords, tu vas voir, ça avec ton nez. Mais n'importe quoi, en laissant le bras là, le chien n'aurait pas mordu. Peut-être que le chien aurait pris le bras, puis mort voir. Le chien n'aurait pas été voir. Il n'aurait pas mordu. Puis si ça n'aurait pas fonctionné, c'est parce que c'est passé d'énergie mentale. Mais c'est vrai. C'est drôlement vrai. Mais le fait de courir comme ça, ça aurait pu provoquer le chien? Si le chien est dressé, non. Ça aurait pu provoquer le maître. Parce que les maîtres sont souvent plus mal dressés que leur chien. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Le chien a suivi, le chien s'amusait aussi, mais... c'est un berger allemand. C'est un chien qui n'est pas dangereux. C'est un chien qui rarement attaque. C'est un chien qu'on peut dresser comme il faut, comme chien d'attaque et d'obéissance, mais c'est pas un animal extrêmement dangereux. Et puis, le chien n'a pas mordu, le chien vit délicatement, etc. C'est pas... Non, dans ce cas-là, la personne, elle aurait pu éprouver son ego un petit peu puis contrôler un peu le chien. Ça aurait été bien. Fait qu'à un moment donné, l'Académie se procurera un chien. Et puis, on le dressera à mordre les bras des... Parce que le chien ressent si une personne a peur. Ben, c'est évident que le chien ressent si une personne a peur. Le chien le ressent, le chien fait tout en même temps pour que l'ego de l'autre ait peur. Et le chien s'en nourrit, ça crée une synergie. Il y en a un qui se nourrit du chien pour avoir peur, l'autre se nourrit de la peur pour ressentir courageux. Mais si tu as peur et puis quand même tu... Si ta voix est mentale, le chien est perturbé, puis dans la perturbation, le chien finit par être beaucoup plus dérouté qu'autrement. Donc, par exemple, attaque quelqu'un qui est extrêmement petit puis qui subitement dégage beaucoup d'énergie, c'est plus impressionnant que quelqu'un qui est gros. Bon. Alors, si tu émets de la peur puis que la voix, elle est extrêmement autoritaire, le chien, c'est exactement... Le chien ne sait plus si tu joues à la peur. Celui qui part, qui joue le faible, qui simule le faible, puis qui en même temps transmet de l'intelligence ou de la puissance, on ne veut pas juste d'échec avec lui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de coups de cochon en arrière, plein de bottes secrètes, on ne sait plus, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est possible d'avoir peur puis en même temps de lui parler avec une voix mentale? Absolument. Absolument. Ton ego a peur, puis ton ego, okay. tu l'envoies se promener, puis toi, tu es là, puis tu parles au chien. Puis il n'y a aucun problème, absolument. Condition que ça n'apparaisse pas dans la voix, que sa voix, ça, ah oui, mais tu sois maître. C'est pas une voix mentale, ça apparaît dans ta voix. Ouais. Vous voyez, ici, c'est très parler. Non, mais tu as ton mental qui, lui... Oui, mais tu dis avec une voix mentale, tu parles au chien, mais donc, avec ta voix mentale, tout va bien. Petit résumé. L'énergie, c'est ce que vous avez besoin, vous le savez. On le répète souvent, oui. Pourquoi on le répète souvent? Parce que vous ne l'utilisez pas. Parce que vous n'appliquez pas suffisamment. Et c'est pas que vous êtes mauvais, parce que plusieurs appliquent beaucoup. Mais on n'applique pas encore assez. Puis c'est pas travailler plus, c'est appliquer plus. C'est être heureux plus, c'est être joyeux plus, sourire plus. Puis pas sourire aux événements de la vie. Souvent, ils sont merdiques. Sourire parce que c'est nous. Souriez-vous.
Et gardez votre énergie. Puis tout ce qui va mal ou tout ce qui va bien sont des baromètres. Quand ça va bien, c'est pas que vous êtes bon, c'est que vous allez bien. Quand ça va mal, c'est parce que maintenant, vous devez développer quelque chose d'autre. Vous ne l'avez pas fait. Il y a un baromètre qui commence à vous indiquer, écoute, commence à grouiller quelque chose. Et là, vous vous dites, oui, mais je ne sais pas quoi. Cessez de broyer. Vous allez savoir quoi. Observez. Vous allez toujours trouver quelque chose qui plante quelque part. Et les baromètres vont vous indiquer. On peut vous aider. Vous pouvez vous aider en maudit aussi. Alors, on ne chigne pas rien. Tout est correct. Mais servez-vous-en. Ce sont des baromètres, des douleurs, sur lesquelles on ne met pas des médicaments. C'est des douleurs qui nous disent, écoute, ôte ton pied de là, le sang passe plus, puis tu es sur un clou. Bon, ben, t'ôtes le pied, puis tu bouges ta cheville, le sang se remet à passer et c'est réglé. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas chercher la chaise la plus confortable. On doit bouger pour parvenir à être le plus confortable. Et la vie, c'est quelque chose qui est en mouvement. Équilibre instable. Si on a un équilibre stable, on est stagnant, on est mort. Là, enfin, on est bien. On est bien, mais vous allez voir que si vous êtes évolutif, vous ne serez pas bien longtemps. On doit bouger, continuer à développer, à avancer. Alors, c'est exactement comme si vous devez atteindre le niveau 8. Quand vous l'avez atteint, tout se place. Puis après 6 mois, ça recommence à pourrir. Pourtant, je n'ai pas régressé. Non, il est temps que tu passes au niveau 9. Donc, par rapport à ce que tu devrais être, c'est comme si tu avais régressé. Ça commence encore à t'indiquer, écoute, bouge. Est-ce que ça va finir un jour? Oui, un jour, un soir, une nuit ou un matin. Mais c'est évident qu'à un moment donné, vous allez être suffisamment dans un élan d'évolution que vous allez de toute façon toujours être en mouvement. Donc, il n'y aura plus de baromètre. Tout va être parfait, tout va être bien. C'est pas ce que vous avez atteint. Bougez-vous. Vous bougez, le baromètre va vous dire c'est bon. Vous l'avez atteint, le baromètre ne vous dira pas que vous l'avez atteint. Mais quand vous ne bougez pas, le baromètre commence à stagner. C'est pour ça qu'il commence à ralentir, puis il commence à vous indiquer que le mauvais temps s'en vient. Manque d'argent, manque de santé, manque de n'importe quoi. C'est une question de mouvement. Si vous vous transformez, le baromètre monte. Si vous ne vous transformez pas, le baromètre plante. C'est pas pour tous les humains, mais c'est pour tous ceux qui se conscientisent. Vous, comme tous ceux que vous ne connaissez pas. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Le baromètre. Créer de l'énergie supplémentaire, ça nous énergise. Travailler un égrégore, travailler d'une façon commune à la création d'un égrégore supplémentaire, c'est extrêmement bien. Pour tout le temps. Mais nécessairement, on doit être suffisamment individuel. On doit comprendre la mécanique. On ne peut pas accepter une mécanique si on ne la comprend pas. Parce que si on ne la comprend pas, on va aider les autres à faire leur clé et leur porte, on ne fait pas la nôtre. Si on la comprend, on aide les autres et les autres nous aident. C'est une synergie. Une synergie, c'est que celui qui donne reçoit, puis plus il donne, plus il reçoit. Puis plus il donne, plus il reçoit ce qu'il a donné, et plus il reçoit ce que l'autre lui donne. On multiplie tout de A à Z. Mais quand c'est un échange d'énergie, il y a un équilibre karmique. Quand c'est une synergisation, il n'y a pas de karma, puis on ramasse de tous les côtés. On doit travailler ces choses-là. On doit mettre en pratique, puis on doit appliquer. Vous allez sortir, allez-vous être conscient quand vous marchez? Moi, je le dis souvent, il y a plein d'exemples comme ça. Puis à un moment donné, pour les personnes intéressées, ben effectivement, on pourrait recommencer à travailler la structure PMC. Il y en a qui ne l'ont jamais vu, il y en a qui l'ont déjà vu. Ceux qui l'ont déjà vu, ça va être très rapide. Il y aura des équivalences, il y aura nécessairement des ajustements, puis ils iront rechercher, mais il faut qu'ils mettent en pratique ce qu'ils devraient être aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais connu la structure PMC, ben c'est le temps de commencer à un moment donné. C'est bien. Alors là-dessus, je vous abandonne. Arrangez-vous pour vivre. Toi aussi.